L'invité, c'est Anthony Moses, bonjour. Bonjour, Merci de nous recevoir ici dans vos locaux à Bruges. La dernière fois que nous étions rencontrés, c'était pour la présentation de votre nouveau hangar à Mérignac, avec toutes ces bouteilles de vin. Vous êtes le co-président, on va dire, de Twins, un des plus gros négociants, sinon le plus gros, de la place bordelaise. Merci de nous accueillir, merci de nous donner un peu de temps, parce que là, vous êtes en plein bourg, ce sont les primeurs. Voilà, qu'est-ce que c'est que les primeurs ? Alors exactement, ce qu'on appelle vulgairement les primeurs, c'est la présentation du dernier millésime qui a été récolté. C'est-à-dire celui récolté en 2025 ? Exactement. D'accord. Donc là, on parle de raisins qui ont été récoltés entre début septembre et mi-octobre 2025, donc des vins qui sont en cours d'élevage et qui ne seront physiquement disponibles que fin 2026, voire premier trimestre 2027. Et ça, c'est une spécificité bordelaise. Ce système n'existe nulle part ailleurs. Exactement. Donc Bordeaux a cette chance-là de pouvoir capter une audience très importante, les acheteurs et les passionnés de vin du monde entier qui viennent déguster donc des vins qui ont à peine 6 mois, qui sont en plein élevage, et pour essayer de déterminer le niveau qualitatif et surtout d'essayer de convaincre leurs clients à travers le monde de s'engager, d'en acheter 2 ans avant que ces vins soient physiquement disponibles et mis en bouteille. C'est un coup de poker dans ces cas-là qu'on joue, où il y a suffisamment d'indices pour déterminer la qualité d'un millésime à venir ? Alors, je pense qu'il y a suffisamment d'indices. D'abord, les gens qui s'intéressent aux primeurs, ce sont souvent des spécialistes, des gens qui goûtent très bien, qui ont l'habitude, qui sont venus de nombreuses années, donc qui ont cette capacité à appréhender un nouveau millésime. Ensuite, il y a un rôle important qui est joué par la presse spécialisée, à la fois des journalistes français, mais énormément de journalistes internationaux. Et puis un des plus connus, on en parlait tout à l'heure en aparté, c'était Robert Parker qui est à la retraite, mais depuis, de nombreux journalistes américains ou anglo-saxons ont pris le relais. Donc ces gens-là aussi aident les clients à prendre la bonne décision. Et le vin de Bordeaux joue gros à l'occasion de ces primeurs. Tous les ans, c'est vraiment un tournant, on va dire, de l'avenir d'un millésime ? Alors, il y a une trentaine d'années, les ventes primeurs représentaient à peu près 70 à 80% du chiffre d'affaires d'une propriété ou d'une maison de négoce. Avec le temps, ça a quand même un peu évolué. Aujourd'hui, les ventes primeurs représentent entre 25 et 50% d'une année de chiffre d'affaires. Donc, ça dépend aussi de l'environnement, du niveau qualitatif du vin. Plus le vin sera intéressant, excitant et bon, plus on a de chances d'avoir une proportion de vente importante. Mais ça reste un moment très important où toute l'industrie, surtout du vin, est tournée vers Bordeaux. Et quand on connaît la concurrence qu'il y a avec les vins de Bourgogne, du Languedoc, les vins du Rhône, et puis tous les grands vins étrangers, Californie, Australie, etc. C'est une chance très importante pour Bordeaux d'avoir cette fenêtre sur le monde. C'est pas, donc on est bien d'accord, c'est pas uniquement un coup de com ou de marketing, comme, entre guillemets, je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis, mais comme par exemple le Beaujolais Nouveau. C'est un peu du marketing de la com. Là, les primeurs, non, c'est vraiment un rendez-vous commercial très important, avec des retombées médiatiques. C'est un rendez-vous très important. Collectivement, la région accueille 20 à 25 000 importateurs, distributeurs, cavistes, restaurateurs du monde entier. Et puis ensuite, pendant 3 mois, les différents châteaux vont être proposés au monde entier en primeur. Donc c'est vraiment 3 mois très intenses qui met en lumière les vins merveilleux qu'on produit à Bordeaux. Donc là, vous n'arrêtez pas en ce moment, j'imagine. Oui, très occupé, ça se voit certainement au niveau de ma tête. Ouais. Mais oui, il y a déjà énormément de clients. Par exemple, demain, je passe la journée entière avec un des plus grosses chaînes de magasins aux États-Unis. Donc, on va être sur le pont de 8h du matin jusqu'à 22h à faire une quinzaine de propriétés, aller goûter oui, parce que là, vous ne jouez pas dans ces cas-là votre uniquement que votre rôle de négociant. Vous faites aussi découvrir à vos clients les châteaux que vous vendez. Tout à fait. Alors, c'est un mix, c'est-à-dire que les clients ont une liste au départ bien précise de ce qu'ils veulent goûter. Donc, on leur prépare des programmes très bien organisés. Et puis, on essaye, s'il y a un peu de temps aussi, de leur faire découvrir quelques coups de cœur. Il y a une petite pépite là. Exactement. C'est ça. Mais donc ça va être très intense et puis c'est passionnant d'aller
allez découvrir un nouveau millésime, un millésime surtout un peu extrême. Ouais. On va en parler du millésime. On va d'abord continuer à évoquer cette question des primeurs. Qu'est-ce qui fait que les primeurs sont réussis quand on est négociant ou quand on est viticulteur ou propriétaire? Alors, il y a deux façons de valoriser un peu le succès. C'est soit par le niveau de prix, c'est-à-dire que une propriété va arriver à maximiser son prix, à atteindre un prix peut-être jamais atteint par le passé, donc ça veut dire que le niveau de demande était très fort, ou justement le niveau de demande, quand vous êtes capable de vendre 100% de votre récolte, ou vous auriez pu vendre 120, 130, 140% de votre récolte, vous pouvez estimer que votre affaire était un franc succès. Voilà, donc ça se joue aussi à beaucoup de petits détails, le timing, quand est-ce qu'on va sortir son vin, bien sentir le marché, bien sentir le niveau de demande, faire en sorte que votre prix soit suffisamment attractif pour que les gens aient envie de s'engager 2 ans à l'avance. On le rappelle, on achète quelque chose 2 ans à l'avance, donc il faut offrir un incentive ou un intérêt au marché pour que les gens se positionnent 24, 30 mois avant d'avoir le produit physiquement. Donc c'est une multitude d'ingrédients qui permettent de réussir sa campagne. Et donc là, vous, en tant que négociant, vous avez forcément un rôle très important, aussi bien par rapport à l'explication, on va dire, pédagogique presque, que vous pouvez faire à certains clients, ou bien même à des propriétés qui ont peut-être tendance à vouloir vendre soit un peu trop cher, ou etc. Donc, est-ce que vous avez ce rôle-là d'entre deux pour, Tout à fait. Donc, notre rôle, il est de canaliser, entre guillemets, la propriété, même si la propriété bordelaise connaît bien son marché, mais voilà, on est là pour leur faire aussi... pour leur donner notre ressenti, le ressenti des clients sur la qualité. Et en général, vous êtes entendu, écouté, ou c'est compliqué? Oui, ce sont des discussions globalement saines, équilibrées, voilà, mais une propriété a forcément envie de maximiser son prix. Donc l'écart entre le prix parfait et ce que souhaite la propriété souvent se situe dans les 10%. Donc voilà, il faut arriver à trouver un terrain d'entente. Mais le contexte aussi assez compliqué actuellement fait que la propriété va accepter plus facilement des baisses de prix peut-être. Elle sera à l'écoute du marché en tout cas. Voilà, à l'écoute du marché. J'aime bien cette expression. On a bien compris que par les temps qui courent, ça a été compliqué en 2023, enfin en 2024, en 2025. Les primeurs ne sont pas forcément déroulés comme on imaginait. Donc là, 2026, par rapport à la situation générale du vin de Bordeaux, la crise, ce sont des primeurs importantes? Alors, oui, c'est une période critique pour Bordeaux. Le système primeur reste un outil fantastique pour la diffusion et la communication autour des vins de Bordeaux. Voilà. En revanche, comme on est dans une période un peu plus difficile et que les clients ont beaucoup de choix, il y a quand même aussi beaucoup de stock chez les négociants, chez les clients en propriété, c'est sûr que pour donner envie aux gens de s'investir ou d'investir 2 ans et demi à l'avance, il va falloir trouver de sacrés arguments. Ouais. Alors, le premier, c'est la qualité des vins. Alors voilà, justement, venons-en à ce 2025. Alors, on a un millésime assez exceptionnel, vraiment, sans langue de bois. Chaque fois que l'on demande, soit négociant, soit des viticulteurs, quelle est la qualité du millésime en cours, on a toujours un petit peu la même réponse. C'est exceptionnel, c'est fabuleux, franchement. Alors, franchement, c'est un millésime exceptionnel. Bon. Pourquoi on a tendance à avoir de plus en plus de grands millésimes? C'est comme quand vous ramassez un fruit, vous achetez un fruit au supermarché. Un avocat, par exemple, ramassé trop tôt, il ne va pas être mûr, il ne va pas être bon, il va falloir attendre pas mal de temps avant qu'il soit agréable. Bon, grâce ou à cause du réchauffement ou du changement climatique, on a des étés plus chauds, plus longs, et donc on ramasse des raisins plus mûrs. Et qu'est-ce qui fait qu'à Bordeaux, on produit des grands millésimes? C'est qu'on a besoin d'amener nos raisins à maturité, on a besoin que la vigne souffre, que le raisin se concentre
pour donner sa plénitude. Et voilà. Et donc, on a depuis une dizaine d'années une succession très importante d'étés, je ne vais pas dire caniculaires, mais chauds, secs, longs. Et donc, ça permet aux raisins de mieux vieillir, d'être plus prêts. Et donc, on fait des vins qui sont à la fois immenses et aussi plus prêts à boire. Grâce à la maturité qu'on arrive à obtenir. Alors, c'est positif parce que ça fait systématiquement, enfin d'une année sur l'autre, des vins de très grande qualité. En revanche, est-ce que l'autre aspect, c'est... je me souviens, il y a quelques années, une vingtaine d'années, c'était waouh, c'est le millésime du siècle, etc. Tout ça, c'est fini. Alors, voilà, ils sont à peu près un peu tous pareils. Le côté achat d'impulsion a un peu disparu. Oui, c'est ça. Puisque il y a une vingtaine d'années, on avait un grand millésime tous les 5 ans. Aujourd'hui, on a 4 grands millésimes sur 5. Ouais, sur 5. Voilà. Ouais. Donc, l'enjeu pour Bordeaux, il est d'arriver à détruire ou consommer ces bouteilles un peu plus tôt. Et justement, le changement de style, le fait que les raisins soient plus mûrs, on arrive à faire des vins qui sont beaucoup plus accessibles dans leur jeunesse. Et l'enjeu, au niveau mondial, il est de communiquer sur cette accessibilité, ce côté, comme on dit en anglais, user-friendly. Oui. Voilà, des vins hyper agréables dans leur jeunesse, qu'on n'a plus besoin d'attendre 15-20 ans comme par le passé. Donc ça veut dire que le réchauffement climatique n'a pas eu des conséquences que sur la qualité du vin, mais aussi a des conséquences sur votre job, vous, de négociant. Vous ne vendez pas le vin aujourd'hui comme vous le vendiez il y a une quinzaine d'années. Vous aussi, vous avez dû vous renouveler, vous adapter à tout ça. Tout à fait, ouais. Mais je pense que c'est une véritable opportunité pour Bordeaux parce que dans beaucoup de restaurants, on voit sur les cartes des vins du Rhône, des vins de Bourgogne qui sont peut-être plus accessibles jeunes. Et au contraire, je pense que Bordeaux a vraiment une carte à jouer. En essayant d'être objectif, puisqu'on vend aussi beaucoup de vins d'autres régions. Mais oui, c'est ça, vous êtes international. Donc, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, Bordeaux offre le meilleur rapport qualité-prix. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Malgré l'arrivée de vins qui viennent d'autres pays où là aussi le réchauffement climatique, le stress hydrique existe également. Oui, mais de la même façon. Nos vins ont plus de singularité, plus de finesse, plus de capacité de vieillissement aussi. Aujourd'hui, pour 15 €, 20 € TTC, vous trouvez des vins exceptionnels que vous pouvez boire maintenant, mais garder 20 ans, 25 ans. Et ce potentiel de garde, d'évolution de la complexité, vous ne la retrouvez pas dans les vins du Rhône ou dans les vins californiens, même si ce sont des vins sympas. Oui, sauf que le consommateur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est à la recherche de vins que l'on peut boire facilement. Et est-ce que les vins de Bordeaux arrivent aussi à s'adapter à cette demande-là ? Tout à fait. Aujourd'hui, on a des vins qui sont plus frais, moins boisés. Parker était oublié. Voilà, le style a évolué. Aujourd'hui, un consommateur, ce qu'il veut, c'est de la fraîcheur, du croquant, du fruit tout de suite. Donc c'est vrai qu'on est revenu sur l'essence même du plaisir. On laisse parler le terroir. Voilà, on fait des vins d'une grande fraîcheur, d'une grande accessibilité, mais des vins aussi qui peuvent vieillir. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. À Bordeaux. Bordeaux, donc, qui est en train de changer un petit peu quand même, comme la plupart des terroirs dans le monde, non ? Enfin, le réchauffement climatique concerne tout le monde. Ou est-ce que Bordeaux a quand même, par rapport à ça, par rapport aux conséquences du changement climatique, est-ce que c'est un peu plus fort, un peu plus net sur Bordeaux ? Ce qui est incroyable, c'est on parle souvent à Bordeaux de terroir. Le terroir, c'est un mix entre la composition du sol, la météo, et le savoir-faire. Et ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point la vigne s'est adaptée, la nature s'est adaptée à ce réchauffement climatique. Le premier premier millésime très chaud, très sec, c'était 2003. Il y a eu une canicule, je ne sais pas si vous vous rappelez, absolument dingue. Et donc ça a fait des vins très sympas, mais qui manquait cruellement d'acidité. Donc ça veut dire que vous avez un fruit très mûr, vous faites un truc très sympa, mais votre fruit, au bout d'une semaine, il est lourd, il tient pas. Bon, je caricature un petit peu, mais voilà, les vins en 2003 étaient hyper sympas dans leur prime jeunesse, mais en revanche, on s'est aperçu avec le temps que... C'était pas des vins de garde, quoi. Voilà. Ouais.
Aujourd'hui, on arrive à faire avec le même climat qu'en 2003, c'est-à-dire peu de pluie, des températures extrêmes, des vagues même caniculaires avec des températures qui descendent pas en dessous de 20 ou 25 la nuit. On arrive à faire des vins hyper mûrs, hyper sexy, hyper friands, mais il y a un niveau d'acidité qui reste très élevé. Et l'acidité, c'est ce qui permet, quand elle est maîtrisée et bien dosée, ce qui permet au vin de vieillir et de tenir dans le temps. Et donc aujourd'hui, voilà, on a ce paradoxe d'avoir de l'acidité qui est généralement plus élevée dans les millésimes froids. Oui. Voilà. Et donc là, on a de l'acidité et un niveau très suffisant et de la maturité. Et donc, ça veut dire que c'est la nature qui, évidemment, l'homme... oui, il y a des changements d'habitude aussi par rapport au travail et sur la vigne et dans le chai. Enfin voilà, bien sûr, il a fallu s'adapter aussi. Mais avant tout, c'est la plante, c'est la nature qui s'est adaptée, qui apprend à se protéger, à anticiper aussi. Dès le printemps, elle sent qu'elle va avoir moins d'eau, donc elle se bloque un peu, ou elle se nourrit de manière suffisamment lente et homogène pour pas trop souffrir au mois d'août, etc. Donc c'est incroyable de voir à quel point la nature s'est adaptée à ce changement climatique. L'occasion quand même aussi de parler du vin dans un autre aspect que uniquement les primeurs, avec la crise quand même, parce qu'il suffit de se balader un petit peu dans les terroirs. Il y a eu beaucoup d'arrachage, il y a beaucoup de propriétés qui sont en difficulté, et paradoxalement, on l'a évoqué tout à l'heure, jamais les vins de Bordeaux ont été aussi, entre guillemets, abordables, pas forcément au niveau du prix, on pourra en parler tout à l'heure, mais en tout cas au niveau des habitudes de consommation et de ce que recherche le consommateur. C'est un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe. Il faut d'abord savoir qu'à Bordeaux, vous avez 10 à 12 000 propriétés différentes. C'est une des plus grandes régions productrices au monde. Donc, c'est sûr qu'il y a une masse de vin qui est colossale à écouler chaque année. Bon, et ce qui nous pénalise, c'est la Chine, qui a représenté à un moment près de... c'était l'Eldorado. L'Eldorado, 50% des ventes de Bordeaux. Donc, les Chinois ont connu un Covid très dur, pas du tout comme nous, où ils ont été enfermés pendant 3 ans. Donc, ils ont un peu perdu confiance aussi dans l'avenir, dans leur gouvernement. Donc il y a eu des changements de consommation très forts en Chine. Donc, ça a impacté quand même considérablement le niveau de stock disponible à Bordeaux. Ensuite, vous avez peut-être... mais je pense qu'on manque encore un peu de recul, une consommation qui se tasse un peu. Alors, quel pays, quel segment d'âge, quelle catégorie de prix, on manque un peu de recul, mais effectivement, il y a un léger tassement de la consommation ou des produits alternatifs. Je vais prendre cet exemple qui est assez intéressant. Aux États-Unis, vous avez pas mal aujourd'hui de produits à base de cannabis, des canettes, des cocktails, etc., avec une dose effectivement très légère, mais ça peut prendre des parts de marché sur le rosé, sur des petits vins, etc. Écoutez, donc, après le vin boisé, on peut mettre un petit peu de cannabis dans les bouteilles, c'est peut-être la solution. Non, mais voilà, donc une petite baisse de la consommation, des produits alternatifs, 1 ou 2 marchés bloqués, d'autres régions qui font aussi des bons vins, l'Argentine, le Chili, etc. Donc effectivement, tout ça bloque un peu le marché. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit mea culpa à faire de la part du vin de Bordeaux, enfin des Bordelais dans le vin, qui ont peut-être un peu abusé du fait que le vin de Bordeaux a toujours été considéré comme le meilleur vin du monde, qu'on a peut-être vendu très cher, des bouteilles qui ne valaient pas forcément leur prix. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion à avoir par rapport à ça ? Collectivement, on a certainement fait des erreurs. Voilà, mais voilà, c'est dangereux de faire un amalgame parce que vous avez peut-être 40 propriétés qui vendent leur vin à des prix très élevés, 100, 150, 200, 300 euros, 1000 euros la bouteille. Voilà, mais ça, c'est pas Bordeaux. Bordeaux, c'est aussi des milliers de petits producteurs. Donc, je trouve que ce qui est dangereux, c'est de faire l'amalgame. Oui. Après, dans certaines époques, on n'a pas forcément produit des vins qui correspondaient tout à fait à ce que recherchait le consommateur. C'est vrai qu'un consommateur qui va dépenser 8, 9, 10, 12 euros, il a envie de plaisir immédiat, et on faisait aussi des vins qui devaient se garder pour être ensuite bu à leur pic. Et donc là, c'était clairement une erreur, parce qu'on aurait dû faire des vins
plus facile à boire, plus accessible. Oui, mais dans ces cas-là, ça veut dire revenir un petit peu sur l'image du Bordeaux et sur la culture du Bordeaux. Oui, mais je pense qu'on peut avoir de la modernité tout en conservant son patrimoine, un héritage. Voilà, et donc je pense que Bordeaux, tout en conservant ses piliers, ses valeurs, peut aussi rajeunir son image. Voilà, et donc on n'a pas toujours fait les vins, en tout cas je parle des vins de consommation, que le marché attendait. Et donc on a perdu des... D'autres l'ont fait à votre, le votre Rhône, place. voilà. Vous allez même à Bordeaux, dans des restaurants, vous avez des vins du Rhône, des Girondas, des Châteauneuf-du-Pape, qui sont des vins très bons, hein, mais qui, pour moi, n'offrent peut-être pas la même profondeur, le même équilibre que les vins de Bordeaux, mais ce sont des vins top. Donc là, on a un peu de travail pour regagner les cœurs des sommeliers. Et le fait qu'il y ait eu beaucoup d'arrachage de vignes, alors c'est un drame bien évidemment pour les personnes qui ont été obligées peut-être d'arracher leurs vignes après 2, 3, 4, 5 générations de viticulteurs, mais est-ce que l'avantage c'est que justement il y a moins de stock parce qu'il y a un vrai problème de stock aussi. Oui, alors ça va se faire, malheureusement, ça va se faire dans la durée. Aujourd'hui, il faut rééquilibrer l'offre et la demande pour que les gens qui produisent vivent correctement de leur métier. Donc malheureusement, il faut passer par une crise profonde. Il faut qu'il y ait de l'écrémage pour que ceux qui vont rester s'en sortent. C'est triste, c'est un drame, mais il y a trop d'opérateurs à la production, dans la distribution, dans les marchés. Voilà, donc on a connu un âge d'or. Et malheureusement, il faut que ça se concentre un petit peu pour que ceux qui restent en vivent correctement. Il faut changer le modèle économique à Bordeaux. Oui. On a des ajustements structurels à faire. Alors ça va d'abord passer par un peu de concentration, comme je le disais, peut-être se rapprocher encore plus du consommateur final. Et je pense que ce qui est important, et on l'a pas toujours bien fait, c'est d'être plus unis. Voilà, il y a beaucoup de compétition entre les propriétés, il y a beaucoup de compétition entre les négociants, et je pense que, si je prends l'exemple de la Champagne, c'est une région qui arrive à parler d'une seule voix, qui se met d'accord, qui est plus soudée qu'à Bordeaux, et ça je pense que c'est un des axes importants à améliorer pour parler d'une seule voix et être plus impactant. Ouais, vous appelez notamment à cette espèce de réveil un peu, que chacun arrête de rester dans son coin, qu'il y ait une véritable énergie collective. Oui. Alors il y a de l'énergie collective, mais je pense qu'elle peut être renforcée et on en tirera tous profit collectivement. Voilà, il faut repasser par une période d'unité, d'enrichissement entre guillemets collectif pour pouvoir investir et faire rayonner les vins de Bordeaux aux quatre coins du monde. Est-ce que c'est une des périodes les plus compliquées que traverse actuellement le vin de Bordeaux ? Parce que des crises, il y en a eu dans le vin de Bordeaux. Il y en a eu plein, mais là, est-ce que c'est une crise profonde ? Oui, c'est une crise profonde. Alors, dans les années 2000-2010, les crises, elles étaient violentes, mais très courtes. Là, celle-là, elle est longue et elle est plutôt très longue et molle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a vraiment, on se demande quand est-ce que ça va repartir. Quand est-ce que ça va repartir ? Voilà. Après, il y a eu des crises. Alors moi, j'étais encore à l'école, mais il y avait des crises dans les années 90, années 80, etc. Mais celle-là est quand même très, très, très profonde parce qu'il y a du structurel à Bordeaux, surproduction, manque d'unité, des erreurs collectives, même s'il y a encore plein de choses très positives, et un conjoncturel qui est horrible avec la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, les taxes aux États-Unis, les problèmes politiques qu'on connaît en France, etc. Donc, c'est des lobbies anti-alcool, etc. Donc, c'est... Oui, parce qu'il y a des vins sans alcool qui commencent à arriver. Là. Vous pensez vous intéresser à ce secteur chez Twins ? Non, pas du tout. Alors c'est pas par des magots, mais bon voilà, nous notre positionnement, notre métier c'est de vendre des vins. Voilà, je pense qu'on peut tout à fait profiter avec modération. Et bon, je vais pas me faire des amis, mais je trouve que les quelques vins sans alcool de Bordeaux ou d'autres régions que j'ai eu l'opportunité de déguster ne m'ont pas convaincu. Voilà, donc je pense que c'est dénaturer complètement
voilà, et qu'on peut tout à fait boire de manière raisonnable sans se rendre malade. Allez, pour se sortir de cette crise actuelle, vous l'avez dit, il faut un petit peu plus de collectif pour faire simple. Est-ce qu'il faut, parce qu'on a dit tout à l'heure que, hélas, entre guillemets, vous ne pouvez plus compter sur le millésime du siècle qui pourrait relancer les ventes de façon extraordinaire. Si on a bien compris, a priori, c'est terminé. Quoique on ne sait jamais, mais enfin oui. Bon, voilà. Hein. On a la chance d'avoir de très nombreux grands millésimes. Voilà, pour l'instant, c'est terminé. Donc maintenant, par rapport au changement de système de vinification, de changement du goût, vous l'avez dit tout à l'heure, il faudrait peut-être que le vin de Bordeaux se rapproche un petit peu plus des consommateurs. Donc vous le voyez comment l'avenir du vin de Bordeaux au niveau du goût, qui pourrait relancer un petit peu la machine? Alors je pense que le goût, aujourd'hui, les vins de Bordeaux sont encore une fois, en étant objectif, sont top, fruités, accessibles, faciles à comprendre. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Je pense que l'opportunité réside dans le prix. Et cette crise a fait baisser les prix de Bordeaux de manière considérable, de 20, 50, 60% en fonction des régions, des catégories. Donc moi je crois beaucoup à la relance par le prix. Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs quand vous aviez visité le chai. Et aujourd'hui, à ces prix-là, Bordeaux est imbattable. Donc je pense qu'on va se refaire beaucoup d'amis. Parce que le rapport qualité-prix à Bordeaux est exceptionnel et quasiment imbattable. Et je peux vous garantir que pour 10, 15, 20 euros en Californie, en Bourgogne, etc., vous n'avez rien. Alors que nous, on offre des vins absolument extraordinaires, même à ces niveaux de prix. Donc je crois beaucoup à la relance par le prix. Voilà, donc l'avenir de Bordeaux n'est pas forcément noir. Non, mais sinon on ne serait pas là. On s'accroche. Toutes les propriétés, comme je disais tout à l'heure, sont sur le pont. On va accueillir 20 à 25 000 visiteurs du monde entier, des grands sommeliers, des journalistes, des importateurs, des distributeurs. Donc il faut rester positif. Ça reste un produit extraordinaire, une région magnifique, et on va s'accrocher tous ensemble pour passer ce mauvais moment. Voilà, et quand est-ce qu'on pourra tirer le bilan de ces primeurs en septembre, octobre? Oui, fin juillet. Fin juillet déjà, on aura des idées. Oui, ouais. Bon, on s'attend, malgré la qualité du millésime, malgré, je pense, à des prix bien étudiés par la propriété, on s'attend à une campagne complexe, mais malgré tout, je pense qu'elle sera meilleure que l'année dernière, parce qu'on a des vins magnifiques, et que je pense que le monde aussi apprend à vivre avec ses à-coups et toutes ces contraintes politiques et géopolitiques. Voilà, et puis le vin est aussi un produit plaisir, donc ça peut être aussi l'occasion de se faire un petit peu plaisir dans le monde dans lequel on vit. Exactement. Et pourquoi pas s'offrir une bonne bouteille de Bordeaux, avec modération bien évidemment. Merci en tout cas de nous avoir reçus. Merci à vous pour votre confiance et merci de vous intéresser à cette belle région. Merci.